Bonjour et bienvenue pour ce 5e chapitre sur la modélisation de la matière au niveau seconde. Dans le premier chapitre, nous avions présenté les différentes entités. Dans le chapitre 2 et le chapitre 3, nous avons parlé des atomes, d'abord de leur noyau, puis de leur nuage électronique. Enfin, dans le 4e chapitre, nous avions parlé des ions et des molécules. Ce 5e chapitre est un petit peu différent, il est un peu plus mathématique d'ailleurs, puisque nous allons nous intéresser à comment compter les entités chimiques, que ce soit des atomes, des ions ou des molécules. Et dans ce chapitre, nous allons donc introduire une nouvelle grandeur, la quantité de matière, que nous allons dans un premier temps tenter d'expliquer, de voir à quoi elle peut servir. Et ensuite, nous verrons comment trouver la quantité de matière qu'il y a dans un échantillon de matière. Pour cela, nous procéderons en 3 étapes. La première étant de trouver la masse des entités chimiques. La seconde étape étant de trouver combien il y a d'entités chimiques dans un échantillon de matière. Nous utiliserons pour cela une première formule. Et enfin, dans notre dernière étape, grâce à une deuxième formule, nous déterminerons quelle est la quantité de matière, que l'on exprimera en mol, de notre échantillon de matière. Donc en physique-chimie, vous savez que pour étudier le monde qui nous entoure, on utilise des grandeurs, comme la longueur pour pouvoir mesurer des distances, la masse pour peser des objets, et aujourd'hui nous allons voir donc la quantité de matière qui permet aux chimistes de compter les entités chimiques. La quantité de matière est une grandeur qui est donc utilisée en chimie et qui est essentielle pour plusieurs raisons. Vous savez qu'en chimie, nous allons réaliser des transformations chimiques, c'est-à-dire que nous allons faire réagir des molécules entre elles pour que leurs atomes se séparent et finalement forment de nouvelles molécules. Nous verrons cela en détail dans un prochain chapitre. Mais en tout cas, si je veux faire réagir par exemple 4 molécules d'eau avec 4 molécules d'acide éthanoïque, par exemple, je ne vais pas pouvoir le faire en mélangeant 100 ml d'eau avec 100 ml d'acide éthanoïque. Tout simplement parce que les molécules d'eau, elles sont bien plus petites que les molécules d'acide éthanoïque. Et donc si je mélange 100 ml de molécules H2O avec 100 ml de molécules C2H4O2, il va me rester beaucoup de molécules d'eau qui ne vont pas participer à la réaction chimique. Et donc le volume n'est pas une grandeur intéressante pour contrôler les réactions chimiques. Il va donc nous falloir utiliser une autre grandeur, la quantité de matière, qui va nous permettre de contrôler les quantités de molécules qui vont réagir ensemble lors d'une transformation chimique. C'est la première raison qui va nous pousser à utiliser la quantité de matière. Et en réalité, quand on va faire des réactions chimiques à notre échelle, c'est-à-dire avec des espèces chimiques que l'on peut voir, on ne va pas faire réagir 4 molécules d'eau avec 4 molécules d'acide éthanoïque. On va plutôt faire réagir 4 milliards de molécules d'eau avec 4 milliards de molécules d'acide éthanoïque. Parce que les molécules, elles sont extrêmement petites, comme nous l'avons vu au chapitre d'introduction sur la modélisation de la matière. Et si on prend une goutte d'eau, il n'y a pas 3 ou 4 molécules dedans, il y en a déjà plusieurs millions. Et la quantité de matière, en tant que grandeur, elle va également nous servir à ça, à pouvoir manipuler des très grands nombres de molécules ou d'atomes. Et de la même manière qu'en cuisine, on ne dit pas qu'on utilise 52 mg de riz pour faire une recette, on dira plutôt qu'on utilise un paquet de riz ou un demi-paquet de riz. En chimie, on ne va pas dire qu'on utilise 1 milliard de molécules pour faire une réaction. On dira plutôt qu'on utilise une mole de molécules d'eau ou une mole de molécules d'acide éthanoïque. Donc une mole, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet d'entités chimiques, un paquet qui contient exactement 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Ce nombre, 6,022 fois 10 puissance 23, il s'appelle la constante d'Avogadro. C'est le nombre d'entités chimiques qui est contenu dans une mole. Donc une mole de molécules d'eau, c'est 6,022 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Autrement dit, c'est 600 000 milliards de molécules d'eau. Et une mole de molécules d'acide éthanoïque, c'est en réalité 600 000 milliards de molécules d'acide éthanoïque. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, en classe de seconde, c'est que la quantité de matière, c'est une grandeur qui s'exprime en mol. De la même manière que la longueur est une grandeur qui s'exprime en mètres, la masse est une grandeur qui s'exprime en grammes, et la quantité de matière, c'est une grandeur qui s'exprime en mol. Et dans les exercices, quand on va chercher une distance, on utilisera le symbole petit d. Quand on va chercher une masse, on utilisera le symbole petit m. Et quand on cherchera une quantité de matière, du coup, on va utiliser le symbole petit m. Et le but de ce chapitre, ça va être non pas de trouver une longueur ou une masse, ça va être bien de trouver une quantité de matière. Par exemple, quelle est la quantité de matière contenue dans un verre d'eau? Autrement dit, combien est-ce qu'il y a de molécules d'eau dans ce verre?
Sauf que vous savez qu'il y en a des milliards, on va donc plutôt chercher à dire combien est-ce qu'il y a de paquets de molécules d'eau dans ce verre. Autrement dit, combien est-ce qu'il y a de moles dans ce verre d'eau. Est-ce qu'il y en a 2 moles, 3 moles? Nous allons donc faire ce cours à travers l'exemple et nous allons essayer de trouver la quantité de matière petit n présente dans 3 échantillons pour savoir que le cheminement c'est toujours le même et qu'il consiste à répéter 3 étapes. Premièrement, trouver la masse des entités chimiques de l'échantillon. Deuxièmement, trouver le nombre d'entités chimiques présentes dans l'échantillon. Et enfin, déterminer la quantité de matière, petit n, ou autrement dit, déterminer le nombre de paquets d'entités chimiques, le nombre de moles. On commence tout de suite avec la masse des entités. Et pour notre premier échantillon, qui est un morceau de fer, il ne va contenir que des atomes de fer. La masse de l'entité qu'on cherche, c'est donc la masse d'un atome de fer. Et pour cela, il faut bien se souvenir de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, savoir que lorsqu'on voit l'écriture conventionnelle d'un atome, on est capable de dire que dans cet atome, il y a 26 protons et qu'il y a en tout 56 nucléons, donc 30 protons. On doit également se souvenir que la masse des électrons elle est tellement faible par rapport à celle des protons et des neutrons qu'on ne va pas l'inclure dans le calcul. Dans le chapitre sur le noyau de l'atome, nous avons effectivement vu qu'un électron il est 1800 fois plus léger qu'un proton. Donc les électrons ils ne vont pas changer la masse de l'atome. On néglige les électrons et on fait le calcul juste avec les protons et les neutrons, qui sont au nombre donc de 56. Les protons et les neutrons ont environ la même masse, comme nous le voyons dans les données de l'énoncé. Nous multiplions donc 56 par 1,67 fois 10 puissance moins 24. Et nous trouvons finalement que la masse d'un atome de fer, donc la masse de notre entité chimique, elle est de 9,35 fois 10 puissance moins 23 grammes. On donne bien le résultat ici en écriture scientifique et on laisse 3 chiffres significatifs, le 9, le 3 et le 5, car les données de l'énoncé nous sont données également avec 3 chiffres significatifs. On n'oublie pas le petit g pour l'unité, on cherchait une masse et on obtient donc un résultat en grammes. On cherchait la masse d'un atome, et un atome étant extrêmement petit, on trouve bien un nombre très petit pour la masse. Nous avons donc trouvé la masse d'une entité pour notre morceau de fer, constitué uniquement d'atomes de fer. Cherchons à présent la masse des entités pour notre verre d'eau. Donc l'eau, c'est un corps pur composé qui est uniquement constitué de molécules d'eau. On va donc chercher quelle est la masse d'une molécule d'eau. Ici, on nous donne directement les masses de l'oxygène et de l'hydrogène. On s'épargne donc le calcul de la masse des noyaux en sommant les particules élémentaires qui s'y trouvent. Et puisque la molécule d'eau elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, comme la formule brute de cette molécule nous l'indique, eh bien pour trouver la masse d'une molécule d'eau, nous allons faire 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène, qui est de 1,674 fois 10 puissance moins 24 grammes, et y ajouter une fois la masse d'un atome d'oxygène, puisqu'il y a un seul atome d'oxygène dans cette molécule. Donc on ajoute plus 2,657 fois 10 puissance moins 23. Et donc si on tape ceci à la calculatrice, pour la masse d'une molécule d'eau, on obtient 2,992 fois 10 puissance moins 23 grammes. On écrit bien le résultat en écriture scientifique, en n'oubliant pas l'unité, c'est une masse en grammes donc. Et on laisse cette fois-ci 4 chiffres significatifs, puisque dans l'énoncé, les valeurs nous sont données avec 4 chiffres significatifs. Nous avons donc calculé la masse de nos entités pour nos 2 premiers échantillons de matière. Intéressons-nous à présent au troisième échantillon de matière. Ici, c'est 100 ml d'acide éthanoïque dans un flacon. Dans ce flacon, il y a donc uniquement des molécules d'acide éthanoïque, dont la formule brute est C2H4O2. Nous allons donc cette fois-ci, pour trouver la masse de notre entité chimique, additionner 2 fois la masse du carbone, puisqu'il y a 2 atomes de carbone dans cette molécule, avec 4 fois la masse de l'hydrogène, puisque cette molécule contient 4 atomes d'hydrogène, et 2 fois la masse de l'oxygène, puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène dans une molécule d'acide éthanoïque, comme vous le voyez grâce à la formule brute. Et donc la masse d'une molécule d'acide éthanoïque est de, si on regarde nos calculatrices, 9,974 fois 10 puissance moins 23. On n'oublie pas l'unité qui est le gramme. On a une masse qui est toujours très petite, avec un nombre très petit, puisqu'une molécule est très légère. Et ici aussi, le résultat doit être donné avec 4 chiffres significatifs, puisque nous avons 4 chiffres significatifs dans les données de l'énoncé.
Nous en avons donc terminé avec la première étape, qui est de trouver la masse des entités chimiques. Généralement, on vous donne directement la masse des atomes pour que vous calculiez la masse des molécules, comme nous venons de le faire avec la molécule d'eau et la molécule d'acide éthanoïque. Et à présent, la seconde étape nécessaire pour trouver la quantité de matière de nos échantillons, c'est de déterminer le nombre d'entités chimiques présentes dans nos échantillons de matière. Et pour cela, nous avons besoin de connaître la masse totale de nos échantillons de matière. Elle est généralement donnée dans l'énoncé. Dans le cas de notre morceau de fer, nous avons 1,5 kg de fer. Et puisque nous connaissons la masse totale de notre échantillon de matière et la masse d'un seul atome, nous allons pouvoir déterminer combien il y a d'atomes dans notre échantillon grâce à cette formule. Essayons rapidement d'expliquer cette formule à travers un exemple simple. C'est comme si on avait une cagette qui pèse 2 kg et qui est remplie de pommes de 200 g. On devine alors qu'il y a 10 pommes dans notre cagette. Et attention, pour trouver le bon résultat, il faut impérativement que l'on divise des masses qui soient dans la même unité. Si on divise simplement 2 par 200, cela ne fonctionnera pas. Donc convertissons tout de suite la masse de notre échantillon en grammes. Notre échantillon ici, ce n'est pas une cagette, mais c'est un morceau de fer. 1,5 kg, c'est finalement 1500 grammes. On peut encore écrire 1,5 fois 10 puissance 3 grammes. Et appliquons cette formule en divisant la masse totale de notre échantillon par la masse d'un seul atome. Et nous trouvons finalement qu'il y a 1,60 fois 10 puissance 26 atomes de fer dans notre morceau de fer. Notre résultat n'a cette fois pas d'unité car on cherche tout simplement un nombre et un nombre n'a pas d'unité. Nous cherchions à cette étape le nombre d'atomes, donc un nombre très très grand, et notre résultat est cohérent puisque 1,6 fois 10 puissance 26 c'est un très grand nombre. On le laisse une fois de plus en écriture scientifique et on ne met que 3 chiffres significatifs comme le suggère l'énoncé de l'exercice. Nous avons donc trouvé le nombre d'entités grand N qui se trouve dans notre premier échantillon de matière. Cherchons à présent le nombre d'entités présentes dans notre second échantillon de matière, le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans notre verre d'eau, en utilisant toujours la même formule et en divisant la masse totale de notre échantillon par la masse d'une seule entité. Donc dans notre verre d'eau, il y a 200 ml, ce qui signifie que la masse de notre eau, elle est de 200 g, étant donné qu'un millilitre d'eau pèse 1 g, ou encore 1 litre d'eau pèse 1 kg. On va donc ici pouvoir appliquer directement notre formule en divisant bien des grammes par des grammes. Donc 200 g pour notre échantillon, divisé par 2,992 fois 10 puissance moins 23 g pour notre molécule d'eau. Et on trouve donc qu'il y a 8,726 fois 10 puissance 24 molécules d'eau dans notre verre d'eau. Un très grand nombre donc, ce qui est normal. Et on donne ce nombre en écriture scientifique avec 4 chiffres significatifs comme les données de l'énoncé. Passons à notre troisième échantillon de matière, notre flacon d'acide éthanoïque. Pour appliquer notre formule, il va nous falloir la masse d'une molécule de C2H4O2, ce que nous l'avons calculé à la première étape, et la masse de notre liquide, que nous n'avons malheureusement pas. Ici, ce n'est pas de l'eau, et 1 ml ne pèsera pas 1 gramme. Il va donc nous falloir appliquer la formule de la masse volumique pour connaître la masse de notre échantillon. Cette formule que nous avons vue lors du chapitre sur les corps purs et les mélanges en début d'année. Rho est égal à M sur V. Ici, nous connaissons le volume qui est de 100 ml et la masse volumique de l'acide éthanoïque nous est également donnée. Elle vaut 1,050 g par millilitre. On cherche donc la masse, on isole le petit m. Petit m, il est finalement égal à ρ fois V. Et en faisant notre application numérique, on trouve finalement que nos 100 ml d'acide éthanoïque, ils pèsent 105 g. Et en divisant la masse de notre échantillon par la masse d'une entité, donc 105 par 9,974 fois 10 puissance moins 23, on trouve finalement qu'il y a 1,053 fois 10 puissance 24 molécules d'acide éthanoïque dans le flacon. Une fois de plus, c'est un très grand nombre, ce qui est logique étant donné qu'il y a beaucoup de molécules dans ce flacon. Nous avons donc trouvé le nombre d'entités chimiques dans chacun de nos échantillons. Ce sont des nombres extrêmement grands et imprononçables avec lesquels les chimistes auraient bien du mal à travailler. C'est pour cela que nous allons passer à la dernière étape du calcul et enfin déterminer la quantité de matière de nos échantillons. Autrement dit, combien de paquets d'atomes ou combien de paquets de molécules contiennent nos échantillons.
Et donc pour trouver la quantité de matière petit n, nous allons devoir utiliser cette nouvelle formule. Petit n, il est égal à grand N divisé par grand N indice A. Avec le grand N qui est le nombre d'entités chimiques que nous avons trouvé à la seconde étape, et le grand N indice petit a qui est le nombre d'Avogadro dont nous avons parlé au début de la leçon et qui représente finalement le nombre d'entités chimiques qui se trouvent dans un paquet d'entités chimiques, à savoir toujours 6,022 fois 10 puissance 23. Réalisons donc notre application numérique pour le morceau de fer en divisant le nombre d'atomes présents dans le morceau de fer par la constante d'Avogadro. Et on trouve donc que notre morceau de fer il contient 266 paquets d'atomes de fer. Autrement dit, la quantité de matière de notre échantillon elle est de 266 mol. On n'oublie pas l'unité bien sûr qui pour la quantité de matière est la mol. Passons maintenant au second échantillon de matière, à savoir les 200 ml d'eau, et on applique de nouveau cette formule. On divise le nombre de molécules présentes dans le verre d'eau, que nous avons trouvé à l'étape numéro 2, à savoir 8,726 fois 10 puissance 24, par le nombre de molécules que contient un paquet, à savoir la constante d'Avogadro, qui vaut toujours 6,022 fois 10 puissance 23. Et on trouve que notre verre d'eau il contient environ 15 paquets de molécules d'eau. 15 paquets de 600 000 milliards de molécules. On écrit le résultat avec 4 chiffres significatifs, comme le suggèrent les données de l'énoncé, et on n'oublie pas l'unité. Donc dans notre verre d'eau, il y a une quantité de matière de 14,49 mol. Et on passe à notre dernier exemple, notre dernier échantillon de matière, qui est notre flacon de 100 ml d'acide éthanoïque. Et de nouveau, nous allons appliquer la formule. Et on divise le nombre de molécules que contient l'échantillon, à savoir 1,053 fois 10 puissance 24, par la constante d'Avogadro, qui vaut toujours 6,022 fois 10 puissance 23, soit environ 600 000 milliards de milliards. Et on trouve ici 1,749 mol pour notre quantité de matière d'acide éthanoïque, soit un paquet de 600 000 milliards de molécules d'acide éthanoïque, plus 3 quarts d'un autre paquet de 600 000 milliards de molécules d'acide éthanoïque. Nous avons donc terminé, nous avons enfin trouvé quelle est la quantité de matière en mol de nos 3 échantillons en répétant simplement 3 étapes. Premièrement, nous avons dû trouver quelle est la masse d'une entité chimique, que ce soit un atome dans le cas du fer ou une molécule dans le cas de l'eau ou de l'acide éthanoïque. Ensuite, nous avons dû trouver le nombre d'entités grand N qu'il y a dans un échantillon, grâce à la formule grand N est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. Et enfin, nous avons pu déterminer notre quantité de matière en utilisant la formule petit n est égal à grand N divisé par Na, Na étant la constante d'Avogadro. Donc pour résumer ce qu'il faut retenir de cette leçon, la quantité de matière, c'est une grandeur qui représente un nombre d'entités chimiques. On exprime la quantité de matière en mol. Cette grandeur elle a plusieurs avantages. Elle va notamment permettre aux chimistes de manipuler facilement de très grands nombres de molécules, en disant par exemple je vais faire réagir 2 mols d'eau avec 2 mols d'acide éthanoïque. La constante d'Avogadro, quant à elle, représente le nombre d'entités chimiques qu'il y a dans une mol. Quelle que soit la nature de la matière que l'on étudie, dans une mol, il y aura toujours 6,022 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Et donc très important, pour déterminer la quantité de matière d'un échantillon, nous avons appliqué cette formule qui est à apprendre par cœur. Petit n est égal à grand N divisé par Na. Avec le petit n qui est la quantité de matière en mol, le grand N qui est le nombre de molécules ou d'atomes qui est sans unité, et Na qui est la constante d'Avogadro, qui elle s'exprime en mol moins 1. Et souvenez-vous bien que ce grand N, le nombre d'entités chimiques, vous pouvez le trouver en divisant la masse de votre échantillon de matière par la masse d'une entité chimique, ce qui vous fait 2 formules à retenir. Ici, les 2 masses, elles doivent impérativement être exprimées dans la même unité, justement pour que le grand N soit lui sans unité. Enfin, ce sera souvent à vous de trouver la masse des entités. Généralement, on vous donnera la masse des différents atomes qui sont présents dans une molécule. Pour trouver la masse de la molécule, il faudra additionner ces masses. Par exemple, la masse d'une molécule de dioxyde de carbone, elle est égale à une fois la masse d'un atome de carbone, puisqu'il y a un atome de carbone dans cette molécule,
plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène, puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène dans cette molécule. Et dans 90% des exercices en classe de seconde, on vous demandera d'ailleurs d'abord de trouver la masse de l'entité chimique présente dans votre échantillon de matière, pour ensuite pouvoir déterminer le nombre total d'entités chimiques présentes dans votre bout de matière, et enfin donner la quantité de matière de votre échantillon. Voilà qui conclut notre 5e chapitre de chimie sur la modélisation de la matière, avec, comme vous l'avez vu, pas mal de mathématiques et 2 formules à retenir par cœur. Je vous invite à vous entraîner bien évidemment avec des exercices et pourquoi pas à visionner la vidéo d'exercices corrigés sur ce chapitre.